Merci. Welkom iedereen. Heel vriendelijk bedankt om zo talrijk te zijn. Het is echt een succes deze dag geworden. De zaal is vol. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. J'apprécie, je vois beaucoup de têtes jeunes, quelques vieilles connaissances bienveillantes également. Ça fait du bien. Merci. La patrimonialisation du béton. Alors, j'aimerais brosser ce matin ici un aperçu un peu de la situation au niveau international afin d'inscrire cette journée dans un contexte plus large. Et donc, on va beaucoup voyager et on va essayer d'aborder justement cette problématique clé du lien entre béton et patrimoine. Et donc, on va parler de la patrimonialisation, c'est un mot un peu qui n'existe pas officiellement, en fait, du béton. Alors oui, le béton est à la mode, très à la mode. On en parle à tous les niveaux, dans la presse, dans les médias, dans la presse spécialisée, des lanceurs d'alerte comme Docomomo ou The 20th Century Society qui essayent de sauver des bâtiments en danger, ici à Londres, une alerte récente. J'ai mis en haut à droite un contre-exemple qui est le CGR de Lambrix ici à Bruxelles. Voilà ce qu'il faut éviter que ça devienne. Une autre alerte, cet hôtel extraordinaire à Tunis. Bon, il y a des recours en cours, mais il est normalement condamné à être démoli incessamment sous peu. Également, lanceur d'alerte Docomomo, Icomos et d'autres plateformes internationales. Le Transgas de Prague, qui lui est en train d'être démoli, malgré des alertes au niveau international également. Une success story, il faut quand même aussi pouvoir en mentionner, même si c'est rare. Le TWA de Saarinen à New York, réaffecté en hôtel après plusieurs années d'abandon. L'hôtel est ouvert depuis quelques semaines. 250 millions de travaux prévus dans cette structure assez extraordinaire de Saarinen. Tellement à la mode que le dernier prix de l'Équerre d'argent a été attribué pour ce centre psychiatrique à Metz, véritable ode au béton contemporain de l'agence Richter, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir pour une conférence à la Cambre à 20h. Donc je ne vais pas trop m'épiloguer sur ce projet très impressionnant et néo-brutaliste, si on veut dire. Alors quelques autres initiatives en faveur du béton et du béton contemporain au niveau de l'enseignement à proprement dire. Et alors quelques grandes expos qui ont suscité un engouement auprès d'un large public, le SOS Brutalismus, aux Dames, le Deutsches Architekturmuseum de Francfort, il y a quelques années, en 2012, une grande exposition à Londres, et alors depuis, ça ne cesse, il y a beaucoup de livres d'art et autres qui traitent du béton, et plus particulièrement d'un certain béton qui est plutôt monumental et en rupture avec l'histoire, comme les chefs-d'œuvre de l'ancien bloc soviétique, avec cette grande exposition qui a eu lieu au MoMA l'année passée et qui a également suscité un immense engouement populaire. Ces chefs-d'œuvre qui sont de véritables défis à l'architecture, structurellement parlant, mais également à la conservation, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, ceci me fait quand même légèrement penser au grotto qui est toujours exposé dans les jardins du Palais des Académies. Cet héritage de béton brutaliste dans les pays soviétiques est très à la mode, tellement à la mode qu'il est symbolisé par cette structure étrange qui est dans les montagnes bulgares, le Buzluja, achevé au milieu des années 80. Donc quand même, voilà, c'est assez récent, entièrement en ruine pour l'instant et dont on ne sait pas quoi faire. Voilà, parce que c'est vraiment très isolé et très grand. Voilà. Et donc cet héritage ex-soviétique est à l'étude au niveau international par une plateforme qui s'appelle Baku et qui est basée à la fois à Bucarest et à Chisinau sous la direction de Dimitru Roussou. Et donc c'est un projet international qui est en cours, qui est très intéressant et qui essaye de mettre en carte cet héritage
gigantesques dans l'ancien bloc soviétique. Il y a 2 semaines, une conférence à Budapest sur ce même genre de problématique. Mais le béton n'a pas toujours eu cette bonne réputation, n'a pas toujours été à la mode. Le terme béton, le mot, est souvent utilisé à mauvais escient, pas que comme matériau de construction, non, il a toute cette connotation péjorative des défauts et des défaites du modernisme. Déjà en 1934, Mauclerc, cet écrivaillon réactionnaire et conservateur, futur vichyciste, fait le lien entre le béton, l'architecture rationalisme et des diatribes anti-bolcheviques épouvantables. Donc voilà, 1934 déjà, alors que le modernisme est vraiment déjà en train de connaître ses lettres de reconnaissance, avec entre autres l'exposition de 1925. Bon, le pavillon de l'Esprit Nouveau était quand même le seul exemple moderniste dans cette foire, il faut le préciser. Nous ne sommes pas en reste à Bruxelles, la cité moderne, quand même, sans doute notre patrimoine majeur de ce premier modernisme. L'Expo du MoMA en 1932, où parmi les 67 architectes exposés, il y a Louis Herman de Koning avec la maison Langlais à Uccle. Ça, c'est une photo actuelle. Sont exposés également dans cette exposition au MoMA en 1932, Walter Gropius, Le Corbusier, Hout, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, enfin, donc, et Louis Herman de Koning, seul belge, à cette exposition en 1932. Et bien sûr, alors, parmi les prédécesseurs, les initiateurs de la patrimonialisation en cours, il faut bien sûr nommer Peter Collins, qui, dès la fin des années 50, fait le lien entre le patrimoine et le béton, ou plutôt entre le béton et le béton en devenir de patrimoine. En France, une initiative personnelle de Paul Virilio aboutit dans cet ouvrage très intéressant qui est Bunker Archéologie, qui fait un inventaire de différents bunkers et par-delà architecture brutaliste qu'il y a en France. Vous voyez que c'est une œuvre très longue. Et le même Claude Parent a publié il y a quelques années les Totems de l'atome et nous interroge au fait sur l'avenir de ce patrimoine qui n'est pas encore du patrimoine, mais que vont devenir par exemple nos centrales nucléaires quand on sait qu'en France, par exemple, la construction des centrales nucléaires a un dessin esthétique, ça a été voulu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est des problématiques futures, bien sûr. Tout cela s'inscrit dans un contexte de dilatation des valeurs, d'extension de la notion du patrimoine. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cette dilatation se fait dans le courant des années 50 et surtout 60. C'est l'extension des contextes, ce que Pierre Nora appelle le zapping patrimonial, l'éclatement de la chronologie. Il n'y a plus vraiment les 50 ans ou les 100 ou 150 ans de distance éclatent. Extension, bien sûr, des acteurs et des publics. Extension de certaines notions reconnues du patrimoine, valeurs techniques, etc. La réception fait, par exemple, son apparition, et l'extension de la temporalité historique. 2 initiatives majeures, à mon avis, précèdent ou accompagnent cette patrimonialisation. C'est d'une part l'émergence de l'archéologie industrielle, surtout, ou en tout cas à partir après la Deuxième Guerre mondiale en Grande-Bretagne, due à la désindustrialisation croissante et donc la redécouverte de ce patrimoine en devenir. Ici, on voit la Battersea Power Station, rendue célèbre par une pochette de Pink Floyd, et dont on voit ici le projet contemporain en cours de construction de Vignoli. Voilà, je vous laisse. Autre initiative majeure, à côté de l'archéologie industrielle, c'est bien sûr en France André Malraux, ministre de la Culture pendant 10 ans, et qui inscrit des œuvres majeures récentes de Le Corbusier, voilà, comme Ronchamp, donc à peine 12 ans après sa construction,
protégé par Malraux. L'occasion également de voir le projet très sobre de Renzo Piano dans le bas du site de Ronchamp, et également des classements, donc après Le Corbusier, d'œuvres majeures d'Auguste Perret, comme ici le Mobilier national ou Notre-Dame du Rincy, à côté de Paris. Alors au niveau international, la patrimonisation de l'architecture moderne au sens large et du béton en particulier, pardon, plusieurs acteurs essentiels, l'UNESCO, l'ICOMOS, Docomomo, le Conseil de l'Europe moins, enfin n'est pas vraiment thématiquement dans le béton, mais enfin c'est quand même un acteur important pour d'autres choses. Le English Heritage, le Getty Conservation Center et Foundation à Los Angeles, et ainsi que quelques autres acteurs qu'on va brièvement nommer également. Alors une collaboration s'est établie au début des années 2000 entre UNESCO, ICOMOS et Docomomo. Ça a donné pas mal de conférences plutôt de découverte et de reconnaissance d'un patrimoine plutôt extra-européen, œuvre nécessaire dans la patrimonisation et la reconnaissance de ce patrimoine nettement moins connu. L'UNESCO, bien sûr, premier classement de marque de l'architecture qui nous concerne, Brasilia, dès 1987 déjà. Alors plus rapidement, puisqu'on est quand même dans le centenaire du Bauhaus, mentionnons quand même l'école du Bauhaus de Henri van de Velde à Weimar, mais également celle de Gropius à Dessau, et l'élargissement de cette protection en 2017 à ce bâtiment collectif. Bon, on peut douter de l'importance esthétique du chose, parce qu'on pourrait mettre la moitié de Ganshorn, je pense, dans cette catégorie. Mais voilà. Et cette même extension du Bauhaus s'est ouverte à cette école-ci également. Le Havre, bien sûr, ode à la non, pas à la restauration, au béton, de la reconstruction en cours de restauration, et donc qui a son inscription UNESCO en 2005. Auguste Perret, d'ailleurs, qui est né à Bruxelles. Vous le savez, à Ixelles, 3 maisons à côté de la maison aînée Audrey Hepburn. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est fascinant. Autre exemple, c'est la halle du centenaire à Wrocław, l'ancienne Breslau allemande. Inscription en 2006 et une restauration chirurgicale peu après. D'ailleurs, cet exemple est repris dans les quelques exemples étudiés par le projet européen Innova Concrete, qui nous sera présenté cet après-midi par Isela Vicini. Pardon. Également l'Opéra de Sydney en 2007, la Vanelle Fabrique en 2014 et l'œuvre de Le Corbusier, 5 pays. Après avoir été recalés 2 fois quand même, finalement ils ont réussi en 2016 à faire inscrire 12 ou 13 bâtiments de 5 pays différents. On reconnaît en Belgique ici la maison Guillette à Anvers, Ronchamp bien sûr, et quelques autres exemples très significatifs de son œuvre. L'instant ici pour faire une légère parenthèse et insister ici sur l'importance de ce que j'appelle la monographie, de l'étude monographique d'un bâtiment. Il est par exemple important de savoir que pour la construction du couvent de la Tourette, Le Corbusier a sciemment fait appel à cette entreprise de travaux publics Pégase et Puja, parce que spécialisée dans la construction de barrages. Et donc comment est-ce qu'on intervient sur la restauration de ce genre d'architecture, comme sur un barrage ou comme sur une icône du XXe siècle qu'est devenu ce bâtiment? Question. Une parenthèse dans la parenthèse, Chandigarh, comment voulez-vous intervenir sur des bâtiments, sur un béton pareil, qui est d'une très mauvaise qualité, mais voilà, le climat de Chandigarh permet de garder le béton beaucoup plus longtemps qu'ici. Comment intervenir là-dessus? Le Capitole du Chandigarh en restauration, le patch repair, il n'y a pas d'autre moyen, ni financier, ni technique. Et c'est sans doute le meilleur, ici, pour ce cas-ci, le meilleur mode d'intervention possible pour ce genre de patrimoine gigantesque et à l'esthétique brutaliste aléatoire. Voilà. On voit comment on intervient au burin, on fait des saignées et puis on les remplit d'un ciment qu'on repeint éventuellement ensuite. Voilà. Et donc ça donne ceci, des sparadraps, mais ça convient pour ce genre d'architecture, d'autant plus que le bâtiment est posé dans de l'eau et que donc ça miroite sur les parois en béton.
voilà, on ne sait pas faire grand-chose que mettre des sparadraps par-ci par-là pour ce genre de béton mal fait, mal construit, mais qui participe pleinement à l'esthétique de ce chef-d'œuvre du XXe siècle. Voici pour la petite parenthèse de Chandigarh. Alors pour terminer avec les protections UNESCO, l'année passée, Ivrea, comme cité industrielle de différentes périodes, et tout récemment, il y a quelques semaines même, après la réunion de Bakou, l'inscription enfin de 8 chefs-d'œuvre uniquement nord-américains de Frank Lloyd Wright. Et on peut tout à fait s'imaginer que l'œuvre de, je sais pas moi, Oscar Niemeyer, Henri van de Velde, Mies van der Rohe fasse plus tard également l'objet de ce genre de protection. Alors, autre acteur important, c'est Docomomo, fondé à la fin des années 80 à Eindhoven, et qui publie régulièrement une revue, et spécifiquement en 1997, une revue qui a fait quand même date, qui est le cahier technique de Fairface of Concrete, et qui pour la première fois interroge et évalue différentes interventions sur le béton, et qui permet d'orienter des restaurations vers un meilleur respect matériel de la matière première. Un des exemples les plus connus parmi les spécialistes, c'est l'église Saint-Antoine à Bâle, restaurée par Ristich, et sur lequel il y a d'une part des restaurations patch repair et de l'autre part, le même mur, intérieur et extérieur, des réparations dites globales, donc on enlève toute la matière et on la remplace. Ce sera spécifié, je pense, par Guy de Stegen tout à l'heure lors de son intervention. Le même Ristich a également restauré le Goethenaeum, qui est à 20-30 km au sud de Bâle, et qui a donc été entièrement décapé. Et puis on a rajouté une couche de 3000 mètres carrés de béton sculpté à la hache par la suite. Un acteur majeur dans ICOMOS, c'est le International Scientific Committee on 20th Century, fondé en 2005 et qui a donné une charte très importante, qui a abouti il y a 2 ans, qui est la charte de Madrid-New Delhi, qui appuie plusieurs projets, dont le fameux projet SOC Heritage, Socialist Heritage, dont je vous ai parlé là tantôt. C'est un des grands pôles de recherche pour l'instant au sein d'ICOMOS, et Innova Concrete, dont on parle beaucoup au niveau international et qui, à nouveau, nous sera présenté cet après-midi par Madame Isela Vicini. Alors, au niveau plus national des sections ICOMOS, ICOMOS Allemagne a toujours été très actif, mais plutôt dans la reconnaissance historique et théorique de ce patrimoine en devenir, qu'il soit soviétique ou brutaliste ou en béton ou récent ou moderniste. Et dès 1996, cette publication qui également fera date, Conservierung der Moderne, et qui clôture en fait tout un cycle en 2017 à Berlin, Rethinking Modernity. Voilà quelques publications importantes de cette section très active d'ICOMOS Deutschland. ICOMOS France également très très actif, et là c'est plutôt la matière même sur laquelle les investigations sont menées, donc moins, enfin également sur la reconnaissance, mais vraiment sur comment vraiment intervenir de façon technique sur des structures, ouvrages d'art en béton. En n'oubliant pas quand même l'acharnement thérapeutique qui est parfois appliqué, entre autres ici l'exemple de l'église de Royan, je pense qu'elle est en restauration depuis qu'elle est construite, par 3 ou 4 générations d'architectes du patrimoine en France, mais également souligner l'importance et l'excellence du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui a un propre pôle béton et qui a des publications tout à fait scientifiques qui remettent à plat vraiment les notions de patrimoine, d'authenticité des matériaux et d'authenticité du concept. C'est souvent là-dedans qu'on doit dialoguer. N'oublions pas nos amis anglais du English Heritage qui, très tôt déjà, se préoccupent à la fois de leur patrimoine moderniste et du béton en particulier.
Publication en 2013, essentielle également, qui doit faire partie de toute bibliothèque de restaurateurs de béton, parce qu'également, à la française, très, très, très matière, très matière. Et le 20th Century Society, dont j'ai parlé au tout début de mon intervention, et qui arrive quand même à sortir de l'oubli certains bâtiments symptomatiques, comme ici, je pense que c'est une résidence pour séminaristes à Glasgow ou Aberdeen, enfin loin, très loin. Mais à Londres, le classement de 12 monuments postmodernistes essentiels, je pense qu'on a des leçons à tirer de ce genre d'initiative, parce que nous avons aussi des bâtiments de cette époque qui ont une certaine valeur patrimoniale. Donc, merci au 20th Century Society et la très active Catherine Croft. Voilà ce que je vous montrais au début également. Donc, ce bâtiment qui risque de transformer en hôtel sous cette expression architecturale, comme on dit poliment. Un acteur essentiel qui s'est imposé depuis maintenant 2-3 décennies, deux plutôt, c'est le Getty Conservation Institute, qui a cette initiative, le Conserving Modern Architecture Initiative, qui constitue plutôt un corpus bibliographique important qui essaye de rassembler tout ce qui existe. C'est vaste et ce n'est pas que anglophone, c'est ça qui est intéressant, de rassembler donc toute publication liée aux techniques de restauration sur le moderne et avec des publications thématiques sur le béton qui viennent de sortir ou qui sont en voie de publication. Et alors, bien sûr, le Getty Foundation, bon, c'est la même famille, mais ce n'est pas la même organisation, et qui, lui, depuis 2014, a lancé une initiative très, très intéressante au niveau mondial, Keeping It Modern, et qui a déjà suscité 53 bourses de maximum 200 000 $ environ, qui sont attribuées à des projets en devenir. Par exemple, la Villanova Artigas Building School of Architecture and Urbanism à Sao Paulo. Voilà, bâtiment en très mauvais état. Le climat à Sao Paulo n'aide pas, pollution et humidité. Et donc, ils ont une bourse de 200 000 $ environ pour faire un master plan et des préétudes de comment intervenir sur cette structure imposante. Et donc, dès 2015, voilà, le début des travaux de préétude, au fait. Ces 200 000 € ne servent pas, dollars ne servent pas à restaurer, ça sert à préparer un dossier scientifiquement étayé. Autre exemple, cet hôtel thermal à Sidi Arazem, construit par Jean-François Zévéco. Donc on est là à côté de Fès, à une quinzaine de kilomètres de Fès, dans le désert. Magnifique hôtel dans un brutalisme lyrique que voici. Et donc où ICOMOS 20e siècle s'est réuni il y a exactement une semaine. Et donc pour justement se pencher sur le devenir de ce complexe thermal qui comprend un hôtel, une piscine, mais également des espaces publics de très grande qualité et qui servent de souk à la ville de Sidi Arazem. Voilà. Autre exemple bénéficiaire de cette bourse du Getty Foundation, c'est le International Fair Rachid Karamé à Tripoli, que ICOMOS Bruxelles-Wallonie a eu la grande joie, le privilège de visiter il y a exactement 3 semaines. Donc Oscar Niemeyer, inachevé au début de la guerre civile au Liban en 1975. Que faire de cette structure gigantesque qui, après la guerre, a été occupée par les troupes syriennes, donc ça n'aide pas à la préservation, mais d'un autre côté, tout est là, parce que c'était inachevé et que finalement, il n'y a pas eu de démolition sur... Voilà l'intérieur du gigantesque dôme théâtre. Vous voyez que c'est inachevé, il y a comme une pluie de ferraillage qui tombe du plafond, c'est tout à fait impressionnant. N'oublions pas également nos collègues du International Congress Construction History, qui l'année passée a fait une très belle série de conférences, le colloque au Palais des Académies ici à Bruxelles. La prochaine sera à Lisbonne. Toujours l'occasion de découvrir de nouvelles approches historiques, des découvertes d'entrepreneurs, d'architectes
dans le domaine de la construction. Alors ça, c'est pas du tout connu ici, le ICCRRR, mais très intéressant, très technique, pas du tout sur l'authenticité, on n'est pas du tout dans ces discours-là. N'oublions pas également l'American Society of Civil Engineers, qui a plusieurs initiatives, dont par exemple la restauration de l'arc de Saint-Louis, de Saarinen, et nos collègues lointains de Hydro-Québec, qui ont une très grande expertise depuis les années 40, je pense, ou 50, dans la préservation et même la restauration d'ouvrages d'art parfois très monumentaux. Une initiative suisse très intéressante, c'est la collecte d'un corpus très vaste sur des restaurations réussies ou pas réussies sur le béton suisse. Et alors, bien sûr, il faut parler de Innova Concrete, parce que c'est au niveau international ce dont on parle le plus. Donc, en deux mots, c'est dans le programme Recherche-Innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, un subside d'environ 6,5 millions d'euros pour 3 ans. Cette enquête, si on veut, sur les techniques de restauration idéales se veut le plus large possible au niveau européen. Donc, il y a une vingtaine de participants des universités qui vont chacune faire des tests sur des monuments bien précis, avec des produits bien précis, avec des techniques bien précises, pour ensuite faire une évaluation et une comparaison au niveau européen. Voici les quelques monuments sélectionnés pour l'exercice, si on veut, de ce projet européen. Alors, parallèlement à ce projet européen, il y a une sélection qui s'appelle The 100th of the 20th, auquel la Belgique a également contribué. Et donc, voici la sélection belge pour ce petit concours, si on veut, qui se fait en marge et en parallèle du vaste projet Innova Concrete. Alors, finalement, de cette sélection de 5 bâtiments ont été retenus le pont Mativa, la Buckentoren, la BBL, et a été rajouté, donc pas Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek, ni la place des Sciences, mais a été rajouté un 4e cas, qui sont le petit aérodrome de Grimbergen construit par Alfred Hardy. Alors, qu'en est-il à Bruxelles? Revenons maintenant à notre journée ici. Alors, à Bruxelles, les dernières protections, voilà, le béton, on n'est pas insensible au béton, clairement, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Alors, ici, en effet, on n'est pas à Bruxelles, on est exactement à 230 mètres de Bruxelles, mais c'est quand même significatif de pouvoir ajouter ces œuvres d'art, pas des ouvrages d'art, des œuvres d'art monumentales également dans le patrimoine. Voilà. Mentionnons également l'importance à la fois de la fameuse fiche technique 231 qu'on connaît presque par cœur, du CSTC, et l'excellent texte de nos collègues du Monumentenwacht, publié l'année passée, petit texte d'une 30aine de pages, limpide, très clair sur comment intervenir sur les pour et les contre des différents modes d'intervention sur le béton historique. La FABI, bien sûr, également, qui en 2011-2012 ou en 2012-2013 a consacré plusieurs journées d'études et de réflexion sur le béton historique, dont nous avons le président ici ce matin, et quelques cas significatifs dont on parle quand même beaucoup au niveau national, mais pas que. C'est la restauration de la Buckentoren à Gand. Il y a là également beaucoup de choses à dire, puisqu'on arrive quand même on a quand même arrivé à enlever toute la matière historique pour la remplacer en l'isolant entre les deux. Donc voilà, c'est tout le débat, authenticité du concept, authenticité des matériaux, qu'est-ce qu'il en est? À Bruxelles, ça date déjà un peu. Art & Build qui a restauré le Wils. Alors là, je ne vais pas préciser tous les intervenants, puisque, comme vous savez, c'est un dossier complexe, où il y a en tout cas 3 intervenants différents qui interviennent, avec 3 modes d'intervention différents aussi. Ce n'est pas l'idéal pour une cité dont la principale caractéristique, c'est quand même l'homogénéité architecturale. Mais on ne va pas gloser là-dessus plus.
Bien sûr, l'église Sainte-Suzanne, inaugurée fin avril, après une restauration longue et très intéressante, dont va parler M. Guido Stegen tout à l'heure. Le CBR, où bon, l'intérieur a été réhabilité de façon la plus proche possible du concept d'origine, je dirais. Il y a, mentionnons quand même le problème des vitrages extérieurs, du nettoyage à venir du béton extérieur également. Voilà, magnifique architecture. Alors celui-ci est classé, mais le BBL, qui est 10 ans antérieur, n'est pas classé, alors que c'est l'archétype. Donc voilà, c'est encore des classements d'urgence pour éviter qu'un trop gros projet n'abîme ce genre de patrimoine. La BBL n'est pas du tout en danger, donc on ne la classe pas. Mais si, de façon neutre, pardon, la BBL devrait l'être avant, puisque c'est lui le premier bâtiment de ce type à être construit en Belgique. Alors tout ça pour vous dire que voilà, c'est pour éviter ce genre de problème que ce genre de journée d'études doit avoir lieu, parce que là, nous avons une belle structure, plutôt brutaliste, où l'expression architecturale va faire quand même pleinement partie de l'architecture et qui est cachée derrière une couche de frigolite, ce qui est quand même dommage. Et donc, tous les débats aujourd'hui de ce lien entre béton et patrimoine, c'est entre autres pour éviter ce genre d'écueil. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir une douzaine de conférenciers. Vous avez le programme. Cette journée s'articule autour de quatre mouvements principaux. On va d'abord aborder une partie un peu historique, d'abord revenir aux origines du béton avec Madame Wieser, qui va nous parler des fausses branches, du faux bois, et qui est vraiment à l'origine, on pourrait dire, au primitivisme du béton armé. Nous allons ensuite entendre Bernard Espion, qui va nous retracer l'importance de la Belgique et de Bruxelles en particulier dans l'histoire du béton. Ce sera un overview assez global. Ensuite, nous allons aborder comment intervenir sur ces bétons historiques. Nous allons bien sûr avoir Yaron qui va nous préciser la richesse du fonds Blaton. Ceci donc pour clore l'aspect plutôt historique et reconnaissance des sources. Avant d'aborder comment intervenir sur des bétons historiques, plusieurs interventions. Certaines vont être plutôt polémiques, d'autres sont plutôt traditionnelles. Nous allons avoir également une conférence, je pense, très intéressante sur les cotes d'étudiants de Willy van der Meeren sur le campus de la VUB. Et ensuite, cet après-midi, M. Jasinski et Mme Alaker de la KU Leuven vont... Voilà, on va atterrir un peu, on va établir des mesures, comment dirais-je, chiffrées et émettre des statistiques, voir un peu c'est quoi le béton exactement aujourd'hui, quid de la pollution, de l'impact énergétique ou du bilan carbone, enfin voilà. Qu'en est-il des bétons contemporains? Est-ce qu'on peut sortir de cette image péjorative que porte le terme béton? Et donc, ceci va nous permettre de vraiment savoir exactement où on en est aujourd'hui avec le béton. Et les deux dernières interventions, j'ai donné carte blanche à un architecte et à un ingénieur pour qu'ils s'expriment librement sur leurs sensations, leurs ressentis par rapport à la matière béton. Voilà, donc c'est vaste, il y a beaucoup. Vous allez voir, on va beaucoup s'amuser. Ça va être assez polémique, sans doute, parfois. On va certainement déborder dans le temps, je vous préviens d'ores et déjà. Et donc, voilà, bonne journée, je vous remercie.